bien, donc bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer la présentation du groupe de travail que l'on démarre sur les zones d'accélération sur les énergies renouvelables, donc pensez bien à, comme je l'ai dit, à vous renommer en mettant la commune dans laquelle vous appartenez et pensez à bien couper vos micros pour la bonne tenue. Et si vous avez des questions, on fera une séance de questions-réponses à la fin. Donc vous pourrez lever la main. Et comme vous êtes très nombreux, voilà, pensez à- à faire ça. Donc moi je me présente, je suis Renan Pays. Donc je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes. Donc je suis conseiller générateur pour le Grand Est. Et donc, je suis accompagné des autres membres du réseau générateur, donc mon collègue René Hadès qui travaille avec moi à l'ALE, il y a Audrey Petit qui travaille à Alter Alsace et Thomas Fromentin de Lorraine Énergie Renouvelable. Et il y a également Pierre Fourcade qui nous fera une présentation un rappel de la loi, qui travaille à la DDT de la Marne. Donc, si on a décidé aujourd'hui de démarrer un groupe de travail concernant les zones d'accélération des énergies renouvelables, c'est parce qu'on a eu depuis quelques semaines des sollicitations auprès de communes qui se posaient des questions concernant ces zones d'accélération. Donc, du coup, on a décidé voilà, de faire une série de groupes de travail justement pour parler de ce sujet-là. Donc le premier, ça va être plutôt un rappel de la loi avec le rôle des différents acteurs et les outils qui seront à vos dispositions. Et donc le prochain groupe de travail, le thème n'est pas encore défini. En fait, on va vous faire remplir un formulaire au cours de la présentation dans lequel vous pourrez exposer vos questions. Et les sujets qui vont revenir de manière un peu plus fréquente, on va essayer de faire un groupe de travail thématique sur une ou deux questions, enfin, voire plus, selon les questions que vous auriez. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le canal de discussion et puis on y répondra à la fin de la présentation. Donc, pour vous présenter un petit peu le réseau des générateurs, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc nous on est c'est un réseau national donc qui a été monté décidé par l'ADEME et qui a été mis en place début 2022. Donc, on est des conseillers pour les collectivités concernant tous les projets d'énergie renouvelable électrique, donc photovoltaïque ou éolien. Donc, on peut voilà, faire des préétudes de potentiel, faire un accompagnement des communes pour tous les projets qu'ils voudraient porter sur leur territoire. Voilà, on fait de la sensibilisation, on fait de partage de connaissances, etc. Donc, on est présent sur l'ensemble de la région Grand Est. Donc, on s'est associé, nos trois associations, donc ALE 08, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie, pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Donc, la présentation vous sera transmise après une fois que ce sera terminé. Donc, du coup, vous pourrez comme ça nous contacter via les différents liens qui seront présents dans la présentation. Donc, pour commencer, donc, on va faire un rappel de la loi. Et donc, du coup, je vais laisser Monsieur Pierre Fourcade de la DDT 51 voilà, faire cette présentation. Juste arrêter le partage. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Théoriquement, vous devez voir mon écran. Si quelqu'un peut Oui, juste... oui, Voilà, c'est bon. merci beaucoup.
Donc, je suis Pierre Fourcade, je suis responsable du service connaissances et territoires à la DDT de la Marne. Et donc, je vais vous présenter la loi d'accélération des énergies renouvelables, dite loi APER, avec un focus un peu plus particulier sur les zones d'accélération. Un premier point, une première slide sur les objectifs nationaux, pour éviter tout simplement d'abord de tomber sur un fantasme qu'on rencontre fréquemment en se disant qu'en France, on est dans un pays qui consomme essentiellement de l'énergie décarbonée. En fait, les 2 tiers de notre consommation est encore carbonée, ce qui veut dire tout simplement que quand on met 3 heures son chauffage une après-midi en marche, 2 heures sur 3, on pollue encore en émettant des gaz à effet de serre. On est dans cette situation-là. Pour résorber cette difficulté, donc l'État a mis en place une politique de production d'énergie renouvelable, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Celle qui existe actuellement va jusqu'en 2028. Et cette PPE fixe des grands objectifs de production et de production d'énergie renouvelable et de réduction de gaz à effet de serre. Cette PPE se traduit dans les schémas régionaux d'équilibre et de développement, les SRADET, qui est un des acronymes les plus compliqués au monde d'ailleurs. Et le SRADET de la région Grand Est prévoit que nous devrons consommer en 2030 41% d'énergie renouvelable dans l'ensemble de notre consommation, tandis qu'aujourd'hui, on n'en est qu'à 29%. Je vous précise que le Grand Est, on est à 29%, alors qu'on a des départements qui sont très producteurs d'énergie renouvelable. Faire un petit focus sur le département de la Marne, pour illustrer un peu mon propos. Le département de la Marne, c'est le 2e département de France en termes de production éolienne, avec plus de 550 éoliennes qui sont déjà construites, plus de 640 autorisées. Tout ça dans 2 secteurs très limités du département, ce qui génère des difficultés de densité très importantes. On est un peu moins présent en termes de photovoltaïque et encore moins en termes de méthanisation. Mais avec des départements qui sont aussi producteurs que ceux de la Marne, on reste encore très loin des objectifs de la PPE et de la traduction dans le schéma régional, donc de 41% de consommation d'énergie verte. Donc pour répondre à ces besoins, donc à ce double besoin, qui est un besoin d'abord d'insertion paysagère dans l'aménagement local, et ensuite un besoin de souveraineté écologique, le législateur a adopté le 7 février et a promulgué le 10 mars la loi dite APER, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables. Donc la loi elle est fondée sur 4 axes que vous voyez à l'écran. Je vais passer rapidement sur les 3 premiers parce que je pense que l'essentiel, ça sera le 4e. D'abord parce que pour les 3 premiers, on est en attente de beaucoup de décrets d'application, donc on n'a que les grands principes. Et ensuite parce que l'actualité, bien sûr, ce sont les fameuses ZAPER, les zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc, le premier axe de la loi, c'est la simplification des procédures d'autorisation, où globalement, le législateur souhaite, à un horizon encore indéfini, qu'on arrive avec 50% de délai en moins par rapport à aujourd'hui. Donc ça s'accompagne d'un ensemble de mesures qui s'affichent là sur cette slide, de la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur, la RIIPM, qui permet d'aller plus vite dans l'instruction, de la nomination de référents préfectoraux. Moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas dans vos départements respectifs le nom de votre référent préfectoral à charge des ENR, à essayer de trouver son nom, puisque c'est lui à qui vous devrez envoyer les délibérations pour les zones d'accélération. Donc le rôle du référent est notamment aussi très important pour tout ce qui est méthanisation, puisque vous savez qu'il y a 2 types de procédures pour la méthanisation. Il y a d'un côté la procédure urbanisme, avec le permis de construire, et de l'autre la procédure ICPE. Le 2e grand axe de la loi, c'est la mobilisation du foncier pour les nouveaux projets, où globalement, ça va être très orienté sur le photovoltaïque. Je ne vais pas tout vous décrire l'ensemble des mesures. L'essentiel, c'est de voir je les ai essayé de les catégoriser en 3 parties, en sachant que le photovoltaïque est très représenté durant cette consommation foncière, notamment le photovoltaïque pour l'agrivoltaïque, qui génère beaucoup de débats. L'essentiel à retenir sur ce 2e axe de la loi, c'est que globalement, que ce soit les bailleurs sociaux avec les toitures de leurs bâtiments ou les grandes entreprises devront, dès 2025, avoir systématiquement un plan pour pouvoir mettre du photovoltaïque en toiture. Le 3e pilier de la loi, le partage de la valeur ajoutée des énergies renouvelables, doit permettre aux collectivités locales d'être plus présentes dans les sociétés qui portent les projets, avec une priorité dans la participation financière et la possibilité d'ouvrir des parts
au capital directement aux particuliers. Il y aura également la création d'un fonds auquel les nouveaux porteurs de projet, donc tous ceux dont l'instruction n'aura pas commencé avant la parution des décrets, ce fonds permettra de financer des projets de transition qui seront portés par les collectivités locales. Donc c'est sans doute le pilier de la loi où on attend le plus de décrets d'application. Donc je ne vais pas m'apesantir pour directement arriver au quatrième, qui est les zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc l'objectif, c'est de replacer l'élu au cœur du système des énergies. Je parle sous contrôle vraiment de l'ensemble des élus qui sont là. On est dans les énergies renouvelables, c'est pas un véritable écosystème. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs ne vont jamais se retrouver à un moment donné partagés sur un projet en toute transparence. On va avoir globalement beaucoup plus une approche en prisme où le porteur de projet va systématiquement aller voir un par un l'ensemble des acteurs, mais jamais ensemble. Par exemple, on va faire le cas le plus simple, un porteur de projet éolien va d'abord aller voir le propriétaire foncier. Il va même aller en voir plusieurs afin de signer des baux précaires pour s'assurer la maîtrise du sol, tout simplement. Dans un deuxième temps, il ira voir éventuellement les financeurs. Puis ensuite, il ira voir le maire. Mais dans aucun cas, on va se retrouver avec une association de l'ensemble des acteurs qui permettra à tout le monde d'être au courant à un instant T de tous les projets. Ça explique globalement que certains particuliers, voire certains maires, tout simplement, découvrent un projet lorsque le permis de construire est déposé dans leur mairie. Donc, dans certains départements comme la Marne, il existe un pôle énergie renouvelable qui voit les projets en amont, mais d'abord, il n'en existe pas partout dans chaque département, et ensuite, c'est une consultation facultative qui n'est pas obligatoire. Mais il faut, au niveau de cette présentation, retenir que globalement, les énergies renouvelables, ce n'est pas un écosystème, c'est plutôt un ensemble de relations bilatérales où le porteur de projet arrive systématiquement en position de force et où les collectivités sont, le plus souvent en tout cas, en position de réaction. On doit dire oui ou non à un projet et on peut peu influer dessus. Donc, pour répondre à ces échéances, la loi prévoit, d'ici le 31 décembre, mais je vais y revenir dans la slide suivante, que les communes peuvent créer des zones d'accélération. Donc, ces zones d'accélération, ce sont des périmètres préférentiels d'implantation. Ce ne sont en aucun cas des périmètres réglementaires, en dehors desquels un parc éolien, un parc photovoltaïque ou, par exemple, une unité de méthanisation ne pourra pas s'implanter. Ce ne sont pas des zones exclusives, donc on pourra toujours avoir des projets en dehors de ces zones avec des inconvénients et des avantages, je vais y revenir. Ensuite, on note que ces zones sont exclusivement de la compétence des communes. Il n'y a pas de possibilité de déléguer cette compétence à la structure intercommunale, la Comcom, à la communauté d'agglomération, à la communauté urbaine. Ce sont toujours les communes qui devront définir ces zones. Les zones, in fine, à la fin de la procédure, seront tout simplement traduites dans les documents de planification. Et elles seront revues tous les 5 ans en lien avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, je vous ai dit que la PPE actuelle s'arrêtait en 2028. Donc, l'important, c'est de noter que ces zones d'accélération, c'est un outil qui est offert aux communes, qui n'est pas un outil obligatoire. On va surtout essayer, je pense, dans tous les départements, d'accompagner les communes volontaires, mais que ces zones ne sont pas exclusives, donc elles ne permettent pas de s'opposer à un projet. Elles vont tout simplement afficher un périmètre préférentiel d'implantation, donc le choix de la collectivité. Les avantages d'avoir une zone par rapport à ne pas en avoir, c'est surtout la possibilité d'afficher un choix politique local très fort. Ensuite, ça va être bien sûr une indication sur l'acceptabilité locale. Mais surtout, ça va être la possibilité de prendre en compte des enjeux locaux qui ne sont pas réglementaires. Tout simplement, un maire ou une maire qui souhaite conserver le point de vue de la rue communale, tout simplement. Eh ben, ça pourra intégrer les conditions de création d'une zone d'accélération, même si ce n'est pas opposable. Donc ces zones restent une possibilité de création pour les communes qui, une fois que ces zones seront approuvées, pourront également décider de zones d'exclusion, les zones où elles ne souhaitent pas, de manière préférentielle, implanter des équipements d'énergie renouvelable. Une zone d'accélération permettra également pour les porteurs de projets d'avoir des délais d'instruction réduits, notamment en termes d'enquête publique, et de bénéficier d'un meilleur tarif de rachat. Là encore, on est en attente des décrets d'application. Il faut surtout voir que une zone d'accélération, ça permet aux porteurs de projet de co-construire son projet avec les élus locaux et avec la population, puisqu'il va s'installer dans un périmètre qui a été prédéfini, avec éventuellement d'ailleurs des traductions dans le PLU en termes d'orientation, d'aménagement et de programmation. Donc en fait, dans le cadre d'une zone d'accélération,
Le maire et son conseil municipal vont anticiper le dépôt des futurs dossiers et ne vont pas systématiquement se retrouver en réaction par rapport aux projets qui leur sont apportés par des porteurs de projets qui ont un impact financier très fort sur le territoire. On en est tous conscients. Enfin, quand il n'y aura pas de zone d'accélération, il y aura quelques inconvénients un peu plus importants. Le premier d'entre eux sera que les porteurs de projets auront l'obligation de financer à leurs frais un comité de projet. Donc, quand il y a une zone d'accélération, en fait, ce comité de projet sera de fait créé et ce moment de rencontre existera en amont. Quand il n'y en aura pas, les porteurs de projet devront le financer. Et avoir disposé d'une zone d'accélération, ça permet également de ne plus avoir de débat sur la spéculation foncière, puisque les parcelles seront tout simplement, en toute transparence, affichées publiquement. Bien évidemment, ces parcelles, je réponds d'avance à une question qui est généralement posée, ces parcelles ne doivent pas toutes appartenir au même propriétaire, voire à un conseiller municipal, sinon il ne pourra pas prendre part au vote, bien évidemment. Pour l'élaboration des zones d'accélération, l'État avait 2 mois après la loi pour mettre à disposition l'ensemble des informations disponibles. Il y a eu un tout petit peu de retard et en fait, ces informations ont été mises au fil de l'eau au courant du mois de juin. Ça s'est notamment traduit par la création d'un portail Internet que je vais vous présenter en quelques secondes à la fin de la présentation. Donc les communes ensuite ont 6 mois pour projeter leurs zones d'accélération, les présenter dans le cadre d'un débat intercommunal. Il s'agit d'un débat, il ne s'agit absolument pas d'un arbitrage. Donc l'intercommunalité ne joue pas le rôle tout simplement d'arbitre. Ce n'est pas elle qui va dire oui ou qui va dire non. L'objectif est toujours le même, c'est celui de la plus grande transparence entre les zones, pour éviter qu'une zone d'accélération d'une commune, par exemple, ne se retrouve à terme juste à côté d'une zone d'exclusion d'une autre commune, ce qui peut arriver très souvent dans les faits. Et à la fin, tous ces projets de zone sont transmis donc au référent préfectoral que je vous évoquais tout à l'heure, qui arrêtera une cartographie départementale. La date de transmission maximum pour l'ensemble de ces délibérations, c'est le 31 décembre de cette année, 2023. Ensuite, la deuxième étape, la phase d'approbation de ces zones. Le référent préfectoral transmettra l'ensemble de ces zones, des zones de son département à un comité régional de l'énergie, à un CRE, qui lui aura 3 mois pour statuer si ces zones sont suffisantes au regard des objectifs du SRADET, le schéma régional, ou si elles ne le sont pas. Dans ce cas-là, il pourra demander une modification. Et après l'avis donc de ce CRE, de ce comité régional de l'énergie, la carte départementale sera arrêtée. Pour accompagner les élus dans la création de ces cartes, donc une plateforme Internet a été mise en place, c'est le portail cartographique des énergies renouvelables. Je vous rassure, il suffit d'aller sous Google et taper énergie renouvelable et portail, vous arriverez directement sur cette page. Pour l'instant, la plateforme est en mode test, en mode bêta, et elle sera définitivement opérationnelle mi-décembre, globalement. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de réflexion, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression particulière à avoir, il y a encore plus de 2 mois éventuellement pour délibérer, grâce à cette plateforme qui va vous permettre d'avoir à disposition un ensemble de couches SIG, donc c'est un système d'information géolocalisé, qui va vous permettre d'afficher l'ensemble de ces couches. Excusez-moi, j'ai dû faire une erreur. Voilà. Qui va vous permettre d'afficher l'ensemble de ces couches SIG qui vont du parcellaire de la commune aux zones Natura 2000, aux radars militaires, aux différentes contraintes qui permettent ou qui ne permettent pas l'implantation des infrastructures d'énergie renouvelable. Et pour chacune de ces couches SIG, vous avez un détail de l'origine des informations, de leur date et de leur opposabilité. Ensuite, sur cette même plateforme, vous aurez des outils qui vous permettront de dessiner les zones. Ce dessin des zones, ensuite, pourra tout simplement être enregistré dans la plateforme et consolidé au niveau départemental et au national. C'est-à-dire que chaque commune va recevoir un mot de passe et un code pour se connecter directement à la plateforme pour pouvoir enregistrer directement ces zones dans un format qui est prédéfini, qui est je ne me permettrai pas de dire le nom du format parce que je ne suis vraiment pas fort en informatique, mais globalement, ça se fera de manière automatique. Donc, vous aurez l'ensemble de ces couches SIG à disposition. Vous pourrez également jouer sur leur transparence pour pouvoir comparer les différents niveaux de contraintes. Donc, c'est un outil qui peut paraître un petit peu difficile d'accès, mais vraiment, pour l'avoir moi-même essayé, en 1 heure, on s'en sort très bien. On peut visualiser le territoire de sa commune, voir le territoire des communes voisines et afficher un certain nombre d'éléments très importants.
Donc ici, vous avez le détail d'une de ces couches SIG tout simplement. Et à partir de mi-décembre, cette plateforme sera opérationnelle. Vous pourrez, avec le code de votre commune, vous connecter, enregistrer une zone d'accélération, tout simplement, et délibérer sur cette zone d'accélération. La plateforme devrait calculer automatiquement la production d'énergie renouvelable de la zone d'accélération que vous aurez enregistrée, en sachant qu'une zone d'accélération ne porte que sur un seul type d'énergie renouvelable, ce qui veut dire que vous pouvez avoir une zone d'accélération pour le photovoltaïque, une zone d'accélération pour l'éolien, mais pas une zone pour les deux en même temps. Donc une commune peut avoir plusieurs zones d'accélération, y compris d'ailleurs une zone d'accélération uniquement pour du repowering, donc uniquement pour modifier ou pour renouveler les parcs éoliens par exemple. C'est tout à fait possible. Voilà, j'ai essayé de faire très synthétique. Tout simplement, vous avez là les couches SIG qui est principale, hein, qui s'affiche, avec sur votre gauche la façon dont elles sont appelées sur la plateforme et sur votre droite ce qu'elles renseignent véritablement. Voilà. Donc entre la connaissance du territoire, les productibles, les installations existantes. Et donc, toutes ces informations vous permettront, avec le plan cadastral, de définir tout simplement les zones le plus efficacement possible. Je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de faire très très vite pour laisser un maximum de temps aux questions, et s'il y en a, bien évidemment. Merci. Donc, on va. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions, mais du coup, on les note et on y répondra donc, à la fin de la présentation. Donc, est-ce que Madame Wheeler, vous avez quelque chose à dire? Oui, bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. Donc, Christelle Villers, maire de Buchulaire. Moi, je me posais la question par rapport à la consultation des citoyens. Si j'ai bien suivi, parce que j'étais effectivement déjà sur le site pour voir à quoi ressemblait le potentiel des toitures sur la commune. Et donc, on ne peut pas encore à ce jour enregistrer. Et donc, pour la consultation publique, c'est un peu embêtant si c'est qu'au 8 décembre, puisque l'idée, ce serait effectivement de faire une consultation, par exemple, au mois de novembre, pour pouvoir valider ça lors d'un prochain conseil qui serait début décembre, puisque c'est très rare que nous faisons des conseils municipaux jusqu'au 31 décembre. Alors, pour répondre à cette première question, vous pouvez tout à fait faire une consultation sur un projet de délibération, et non pas sur une délibération, un projet déjà délibéré. Vous avez aussi la possibilité de prendre toutes les mesures possibles dans cette concertation. Vous pouvez d'ailleurs communiquer sur la plateforme auprès de vos administrés. Globalement, la concertation, elle va prendre trois principales formes. Dans les très grosses communes, ça va être l'ouverture d'un site internet. Dans les communes de taille moyenne, ça va être un courrier aux habitants leur demandant leur réaction sur des projets de zone d'accélération. Ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra bien mettre l'ensemble des contraintes, mais globalement, ça va se traduire majoritairement comme cela. Et enfin, dans les plus petites communes, on peut tout simplement organiser une réunion communale. On sait généralement qu'il y a un tiers de la population qui se déplace. Et là, on peut présenter à l'aide de cette plateforme, là où le conseil municipal envisage ou envisage plusieurs d'ailleurs zones d'accélération et avoir un débat tout à fait libre. L'essentiel, c'est que ces modalités de concertation puissent être actées dans la délibération finale qui votera les zones, puisque c'est une condition légale pour leur approbation. Bien, Donc, merci. merci pour ça. Donc, du coup, on va réserver les questions pour la fin si ça ne vous dérange pas. Donc, voilà, on prendra toutes les questions qui ont été posées. Donc là, pour continuer sur la présentation, donc on va faire un petit rappel des différents acteurs de cette loi, de ces zones d'accélération et vous donner les outils auxquels vous avez droit. Donc, au niveau des différents échelons, donc, au niveau de la région, donc, il y a le comité régional de l'énergie. Donc, c'est une instance qui est coprésidée par le président du conseil régional et le préfet de région. Donc, c'est un comité qui est chargé de toutes les questions relatives à l'énergie donc, au niveau régional. Donc, c'est voilà, une instance qui regroupe les communes, groupements de communes, départements et les distributeurs d'énergie. Et donc, du coup, ils sont voilà, en charge de mettre en place
des objectifs chiffrés en termes de production d'énergie renouvelable pour respecter justement les objectifs de la PPE, donc de la programmation pluriannuelle de l'énergie dont a parlé M. Fourcade un peu plus tôt. Donc, ces objectifs sont intégrés dans le SRADET et le rôle du comité régional de l'énergie dans le cadre de ces zones d'accélération. Donc, c'est ce comité qui récoltera l'ensemble des zones. Donc, chaque commune définie sur son territoire et qui donnera un avis favorable ou défavorable. Avis favorable, donc ce sera en gros, si les zones d'accélération qui ont été définies sont cohérentes avec l'objectif que s'est fixé la région, donc il y aura un avis conforme. Et du coup, les cartes, comme elles ont été définies, seront arrêtées. Ou alors, si les zones ne sont pas suffisantes, donc là, il y aura un délai qui sera à nouveau proposé pour que les communes puissent définir de nouvelles zones sur leur territoire. Il faut savoir que chaque, enfin que la définition des zones se font par filière. Donc ça veut dire il y aura la filière éolienne, filière photovoltaïque, filière géothermie par exemple. Et donc chaque filière devra atteindre chacun son objectif. Donc il faut que la première le premier dépôt des dossiers devra se faire avant le 31 décembre 2023, mais effectivement, au vu des délais qui sont un peu serrés, je pense que ce sera retardé. Et de toute façon, même si cette date-là n'est pas respectée, il y aura toujours possibilité de déposer les zones d'accélération au fil de l'eau. Au niveau des départements, vous avez un référent préfectoral unique. Justement, on va vous envoyer la présentation. Donc, comme ça, vous pourrez, en cliquant directement sur ce lien-là, voir le référent sur votre département. Le référent préfectoral unique, donc, il est en charge de la mise en place des réunions d'information sur les zones d'accélération. Donc, normalement, chacun d'entre vous ont dû être contacté pour participer à des réunions d'information au cours depuis le mois de mars, normalement. Ce référent pourra aussi faciliter les démarches administratives des porteurs enfin pétitionnaires, pardon. Faire un bilan des différentes instructions des projets. Et donc, ce sera lui qui sera l'interlocuteur des communes, parce que c'est à ce référent que les communes transmettront du coup les zones d'accélération qu'ils veulent définir sur leur territoire. Donc, au niveau des EPCI, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'EPCI qui souhaitent, qui auraient voulu justement définir les zones sur leur territoire, parce que du coup, c'est vrai que quand on parle de projets d'énergie renouvelable, on pense pas toujours à juste l'échelon communal, mais plutôt à un échelon un peu plus gros. Sauf que du coup, l'État a décidé que ce serait juste les communes qui pourront définir ces zones d'accélération, mais les EPCI peuvent voilà, toujours aider ces communes-là à définir des projets. Donc rien ne les empêche voilà, de les accompagner pour ce type pour définir ces zones sur leur territoire. Surtout qu'en général, ils peuvent avoir des compétences que des petites communes n'ont pas. Donc les communes devront forcément renseigner les EPCI sur les zones qu'ils ont définies et le PCI aura à sa charge d'organiser un débat sur la cohérence des zones qui ont été définies par ces communes. Et donc finalement, le décisionnaire qui va définir les zones, donc c'est la commune et personne d'autre. Et donc du coup, en général, ça se fait en cohérence, après concertation pardon, des habitants. Les zones d'accélération, ça concerne tous les types d'énergie, donc photovoltaïque, éolien, méthanisation, bioénergie, solaire thermique, etc.
Donc, il faudra définir des zones d'accélération. Le mieux, ce serait d'en faire pour chaque type d'énergie. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra plutôt axer sur les énergies sur lesquelles la région veut mettre l'accent. Donc, c'est plutôt éolien, photovoltaïque et méthanisation en Grand Est, qui sont les trois grosses thèmes qui sont plutôt voilà, qui nécessitent d'avoir des zones en place. Donc, comme l'a dit M. Fourcade, donc ces zones, ce ne sont pas des zones exclusives. Donc, ça veut dire que c'est juste des zones incitatives. C'est pas parce que ces zones-là seront définies que les porteurs de projets voilà, ne pourront pas aller sur des territoires autres, mais que s'ils vont sur des zones qui ne sont pas des zones d'accélération, donc ils auront effectivement à financer un comité de projet. Donc, pour l'intérêt, M. Fourcade l'a déjà un peu rappelé. Donc, voilà, c'est accélérer les projets et donc du coup les retombées économiques donc, pour les communes qui mettent des projets sur leur territoire. Il y aura aussi possibilité de définir des zones d'exclusion, mais seulement si seulement s'il y a un avis favorable du comité régional de l'énergie. Donc, et c'est du coup en fonction des filières. C'est-à-dire que si tous les objectifs sur le photovoltaïque sont atteints, les communes pourront définir des zones d'exclusion sur le photovoltaïque, mais ce sera seulement sur la filière dont les objectifs ont été remplis. Si on a atteint les objectifs sur le photovoltaïque, vous ne pourrez pas mettre des zones d'exclusion sur un projet de méthanisation, par exemple, si les objectifs de la filière ne sont pas atteints. Et donc, pour les porteurs de projets, donc l'avantage, c'est les délais réduits, effectivement, et donc l'acceptabilité qui normalement est acquise étant donné que la commune aura concerté ses habitants pour définir ces zones-là. Et donc, niveau économique aussi, donc des bonus pour les dossiers qui répondraient aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie et des modulations tarifaires pour les projets qui se mettraient en place sur ces zones. Donc, pour vous aider donc, à définir ces zones-là, donc, il y a plusieurs outils qui sont mis à vos dispositions. Donc, on vous a déjà présenté donc, le portail cartographique. Donc, si vous voulez enfin, voilà, apprendre à l'utiliser, donc vous pouvez utiliser le guide pas à pas qui vous serait transmis. Et vous avez également donc, une présentation de l'outil qui a été fait par le CEREMA, que vous pouvez, qu'on a réalisé plusieurs webinaires sur ce portail, qui peut vous aider donc, à comprendre comment l'utiliser et comment définir les zones d'accélération. Il y a l'Adréal qui a également mis en place une cartographie des zones favorables en début d'année, donc que vous pouvez utiliser pour donc, spécifiquement sur l'éolien pour définir des zones qui pourraient être propices à la mise en place de projets sur vos territoires. Il y a le ministère de la Transition énergétique qui a mis en place un guide à destination des élus locaux, encore une fois que vous pourrez consulter. Et l'ADEME a mis en place des fiches de présentation des différents types d'énergie renouvelable, donc, qui concernent la géothermie, l'éolien, le photovoltaïque, donc, qui peut être assez intéressant de consulter pour vous, notamment pour tout ce qui sera concertation avec les habitants. Ça peut vous permettre d'avoir des informations sur les différents types d'énergie. Et donc, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos DDT ou de l'Adréal, donc, qui peuvent mettre en place certains outils. Typiquement, dans les Ardennes, nous, il y a la DDT qui a mis en place une carte des différents projets déjà en place, donc que ce soit les unités de méthanisation, les projets photovoltaïques, là où sont situées les éoliennes, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos DDT pour voir les outils qui ont été mis en œuvre. Et donc, vous avez aussi donc, des outils humains, donc avec les chargés
mission Climaction. Donc là, c'est plutôt pour la mise en place de projets, donc pour vous aider au montage de projets sur votre territoire. Donc il y a des aides de la région sur ça. Donc, vous avez les chargés de mission plan climat, air, énergie territoriaux ou les conseillers en énergie partagée, donc, qui sont en général soit dans les communes ou dans les communautés de communes pour les plus petites communes qui n'auront pas forcément des chargés de mission dans leur service. Donc, vous avez le réseau générateur que je représente, qui peut vous aider à comprendre un petit peu ce qu'est la loi, les objectifs fixés, etc. Après, le réseau générateur n'aura pas vocation à vous accompagner dans la définition de ces zones. On n'est pas suffisamment outillé au niveau de- on n'est pas suffisamment nombreux, on va dire, pour répondre à toutes les sollicitations qu'il pourrait y avoir. Donc, on peut voilà, vous faire des présentations générales sur la loi, mais on n'aura pas vocation à vous accompagner dans ces projets. En tout cas, pas le réseau générateur. Après, chaque structure peut voir si une personne de nos associations peut porter cette mission-là. Mais là, ce sera au cas par cas. Donc, vous avez également le réseau Géclair, donc, qui est porté par nos 3 associations, donc, qui peut vous accompagner sur tous les projets citoyens. Donc, vous avez les référents préfectoraux uniques, dont on a parlé un peu plus tôt. Les conseillers territoriaux Enedis qui peuvent vous donner aussi des informations concernant les données de consommation de chaque collectivité et de voir les capacités réseau possibles, notamment si vous voulez mettre un projet, un projet d'énergie renouvelable, vous pouvez voir les capacités disponibles des sources, du réseau, pardon. Et donc, du coup, le CEREMA, qui propose pas mal d'outils pour vous accompagner. Ils ont également un dispositif d'entraide. Donc, ça veut dire que si si vous avez des questions, vous pouvez aller dans ce service, euh, dans ce chat, on peut dire d'entraide, poser votre question. Et en général, il y a des collectivités qui auront été dans le même cas que vous, qui auront eu des réponses à ces questions-là, qui pourront sans doute vous apporter une aide sur vos questions. Donc là, on approche de la fin de la présentation. Je ne sais pas si on vous a déjà transmis ou sinon on va le faire. On va vous transmettre un formulaire de contact. Ça permettra de vous recontacter pour vous informer du prochain GT, donc, qui aura lieu sans doute en janvier. Du coup, dans ce formulaire-là, vous pourrez noter vos questions et donc en fonction justement des questions qui seront revenues le plus revenu, on essaiera d'orienter donc le prochain groupe de travail sur cette mission-là, enfin sur ces questions-là, pardon. Euh, Vous pouvez également donc assister donc au déjeuner que l'on met en place tous les deuxièmes lundis à 12 heures. Donc le prochain, ce sera le 13 novembre sur les retombées économiques des projets de territoire. Donc ça rentre tout à fait dans ce cadre de zone d'accélération. Et si vous voulez monter en compétence sur les sujets d'autoconsommation collective ou des modules introductifs au modèle de projet, vous pouvez suivre les liens d'inscription pour les formations que l'on mettra en place à Reims ou à Bonzonville. Donc, la session est enregistrée, donc on pourra vous transmettre, enfin, vous pourrez retrouver l'enregistrement donc sur notre chaîne YouTube ainsi que les différents webinaires que l'on a pu faire déjà par le passé. Donc là, on vous transmet nos contacts et donc la présentation étant terminée, donc on peut commencer à répondre déjà aux questions qui ont été posées. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez ou lever la main et on vous donnera la parole si vous le souhaitez. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà auxquelles on peut répondre? Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées sur le chat, notamment sur la question des délais. Voilà, donc il y a le questionnement sur l'échéance du 31 décembre, hein, notamment un participant qui explique que la ministre a dit qu'il est
qu'il sera possible de dépasser cette échéance. Voilà, donc peut-être une question de clarification pour Monsieur Fourcade. Merci. Oui, j'ai noté les questions qui étaient dans le chat. Sur le calendrier, il est bien évidemment contraint. Hein, il ne faut pas se mentir, les collectivités ont quelques mois pour faire un travail qui est compliqué dans certaines situations, qui généralement est des débats qui peuvent être assez clivants localement, mais c'est un débat qui est fondamental parce que ça va éviter que ces questions clivantes, qui généralement divisent, ne se reproduisent à chaque dossier. C'est pour ça que c'est important. Le délai du 31 décembre, il est pour que les communes puissent passer en comité régional de l'énergie en 2024. Donc, ça veut dire que les communes qui vont délibérer globalement autour du 31 décembre, hein, puisque je ne pense pas qu'on soit au jour près, verront leur délibération examinée par le comité régional de l'énergie en 2024 par le CRE. Les communes qui vont délibérer en 2024, puisqu'il y aura toujours la possibilité de délibérer après, verront leur délibération examinée en 2025 par le CRE et ainsi de suite. Donc le 31 décembre, c'est absolument pas une deadline. Vraiment, je pense que la volonté du législateur, c'est d'accompagner les communes qui sont volontaires. Je vous invite simplement à pas forcément essayer de délibérer le 31 décembre à 11h45, c'est pas forcément la meilleure méthode, mais théoriquement, toutes les délibérations qui seront prises dans des délais raisonnables autour du 31 décembre pourront être intégrées. Ensuite, vous pourrez prendre des délibérations pour compléter, modifier, rajouter des zones d'accélération l'année suivante, mais elles mettront encore un an à être examinées par le comité régional. J'ai noté également l'intervention sur le besoin d'une délibération. À mon niveau, je crois que c'est un maire qui a posé des questions. À mon niveau, monsieur le maire, je pense qu'il faut une délibération. Je n'ai pas reçu d'informations contraires. Puisque même avec un code de connexion spécifique à une commune, théoriquement, c'est le conseil municipal qui approuve la zone d'accélération, c'est pas le maire tout seul. Donc, à mon sens, il faut quand même une délibération. J'ai vu également une question sur le fait que je n'ai pas évoqué la géothermie. Je m'en excuse, c'est tout à fait possible de faire une zone d'accélération pour de la géothermie, seulement c'est très peu répandu dans la Marne. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué tout simplement. Enfin, j'ai noté une question sur est-ce qu'il faut mettre un champ dans les zones d'accélération si on veut mettre du photovoltaïque dessus? Je vous répondrai que absolument pas, d'abord. Tous les projets sont possibles dans et en dehors des zones d'accélération. Il y a juste des avantages à être en zone d'accélération. Ensuite, ça va dépendre de la nature du photovoltaïque que vous voulez faire, puisque si c'est du photovoltaïque brut, donc un parc photovoltaïque, il ne sera pas possible sur du foncier agricole qui est cultivé. Il ne sera possible que sur des terres incultes ou impropres pour de la culture. Donc, on se dirige beaucoup plus vers de l'agrivoltaïsme, qui est défini par le législateur avec tout ce qui peut s'en suivre. Voilà les premières questions que j'avais notées à mon niveau. Ah, ça, oui, sur le photovoltaïque, donc il y a plusieurs types de photovoltaïque. Il y a le photovoltaïque sur toiture, photovoltaïque sur ombrière. Il y a l'agrivoltaïsme, donc sur du foncier agricole, ou alors des centrales au sol. Est-ce que tu as noté d'autres... enfin, j'espère qu'on a répondu à ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question notamment, c'est sur la question de l'ingénierie et de l'accompagnement. Il y a eu plusieurs questions, deux questions notamment. Euh, donc, c'est une grande responsabilité pour les communes de définir ces zones. Les délais sont très courts, surtout s'il faut consulter tous les chargés de mission indiqués. Donc voilà, une question sur l'accompagnement. Euh, la question aussi que pendant la concertation, la présentation des projets aux administrés risque de soulever des questions techniques pour lesquelles les élus et les services n'auront pas forcément de réponse. Voilà. C'est toujours des questions autour de quelle aide pourra être apportée aux communes. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à chaque personne que l'on a indiquée dans la présentation, hein, c'est pas la question. Mais en général, ceux qui vont être le plus aptes à vous aider, ce sera plutôt les chargés de mission, plan climat, air, énergie et les conseillers en énergie partagée qui ont cette thématique-là et qui sont en général soit dans les grandes communes, soit dans les employés dans soit par des associations ou du territoire ou par des comités de communes. Donc, ces personnes-là peuvent, je pense, peuvent bien vous aider sur ça.
Nous, en tant que générateur, on peut voilà, participer à des conseils de, de communauté pour vous présenter un petit peu la loi et faire quelque chose assez générique. Mais du coup, on ne pourra pas vous accompagner sur la mise en place de ces zones-là. Donc, après, il faut voir un petit peu voilà, quel type de renseignement vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment un accompagnement technique pour la définition de ces zones ou juste avoir une présentation de la loi et de ce qui vous seront demandé, de ce qui vous sera demandé. Et si vous avez des questions, on peut répondre voilà, à des questions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions. Voilà, si c'est une question, on va dire, sur lesquelles on peut apporter une réponse rapide, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Voilà, on est là pour répondre à ça. C'est juste l'accompagnement poussé que l'on ne pourra pas forcément réaliser pour tout le monde. Peut-être souligner aussi le rôle des EPCI qui disposent parfois, pas toujours, mais parfois de l'ingénierie qui permet de conseiller les communes. C'est ça, oui, pour les petites communes qui n'ont pas forcément voilà, un conseiller en énergie partagée ou un chargé de mission, euh, euh, un chargé de mission et énergie-climat, pardon. Bah, du coup, en général, la Comcom ou le PCI peuvent porter ces missions-là. Donc, du coup, effectivement, pour les petites communes qui n'ont pas forcément ces compétences-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'EPCI qui peut vous aider euh, pour, euh, pour définir ces zones-là. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Oui. Donc, Patrick Vier, maire de Tréfolle dans la Marne, y aura-t-il une corrélation entre les zones d'accélération et les zones d'exclusion en termes de superficie? Ah, non, en gros, les zones d'exclusion pourront être mises en place à partir du moment où enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir mis en place une zone d'accélération sur votre territoire pour pouvoir mettre une zone d'exclusion. Les zones d'exclusion, vous pourrez les mettre une fois que la, la- la puissance de chaque filière respecte les objectifs qui se sont fixés dans le Stradet. Donc, tant qu'il n'y aura pas suffisamment de zones d'accélération pour respecter les objectifs, les communes ne pourront pas mettre de zone d'exclusion. Et ce sera une fois que les objectifs auront été remplis pour chaque filière que l'ensemble des communes du Grand Est pourront définir des zones d'exclusion. Il n'y a Non, mais pas de tout à fait, corrélation ça je entre les deux. l'entends. Mais il est bien dit dans la présentation qu'on ne pourra mettre une zone d'exclusion que si on a mis une zone d'accélération. Alors, c'est pas comme ça que je l'ai mis, c'est-à-dire que, enfin, oui, tu veux dire quelque chose, Pierre? Oui, excusez-moi, monsieur le maire, effectivement, la présentation que j'ai faite tout à l'heure, j'aurais dû la modifier depuis ce matin, puisque c'est ce matin qu'on a eu l'information selon laquelle une commune pouvait faire une zone d'exclusion, même sans zone d'accélération. Donc, je confirme hein, les propos de monsieur Pays. L'objectif, c'est d'avoir au niveau régional une cartographie qui est arrêtée. À partir du moment où, dans un type d'énergie, l'éolien par exemple, la cartographie régionale est suffisante, une commune pourra faire une zone d'exclusion, même si elle n'a pas de zone d'accélération, je vous le confirme. C'est ma présentation qui aurait dû évoluer depuis ce matin, mais j'ai appris l'information il y a quelques heures et je m'en excuse. D'accord. Donc, j'ai bien compris, c'est nouveau depuis ce matin, mais je renouvelle ma question. Donc, on fait abstraction de tout ça. Donc, du coup, il n'y aura pas de corrélation de surface parce que vu Non, qu'on... aucune. 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 L'objectif n'est pas une question de surface. Vraiment, l'objectif du législateur, il est double. Premièrement, c'est mieux intégrer les équipements d'énergie dans les territoires. C'est pour ça que les élus locaux peuvent faire des zones d'accélération. Et deuxièmement, atteindre la souveraineté énergétique en France. Et donc, c'est une question de production et pas une question de surface, tout simplement. Par exemple, quand vous parlez dans la Marne, quand vous parlez d'éolien, vous parlez en termes de gigawatts de production, alors que vous parlez simplement en termes de mégawatts pour un méthaniseur. Donc on voit que c'est absolument pas les mêmes dimensions. Ok. Merci pour les réponses. Oui, c'est Claude Wallendorf à la mairie de Givet. Je voudrais revenir sur ma question. Alors, votre micro a été coupé. Non, là, normalement, il est activé. Oui, c'est bon maintenant. Allez-y.
Oui, alors je dis, c'est moi qui ai passé les messages au sujet du webinaire organisé par l'AMF. Donc, ça s'est tenu le 5 octobre et Monsieur Miza, hein, qui est un conseiller du cabinet de la ministre, nous a dit clairement, ou alors je suis seul à avoir mal compris, que d'une part, c'était plus obligatoire de délibérer, que d'autre part, si on voulait délibérer, on pouvait le faire après le 31 décembre. Et tout à l'heure, Monsieur Fourcade a répondu le contraire à ma question. Donc là, je suis un peu perturbé. J'ai noté votre interrogation, hein, monsieur le maire. Aujourd'hui, moi, en l'état de mes connaissances, ce que je peux uniquement vous dire, c'est que le délai fixé par Madame la ministre Pannier-Runacher, c'est aujourd'hui le 31 décembre. Que je pense qu'il y aura une souplesse pour les délibérations qui parviendront les jours d'après, et que quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours délibérer au mois de mars, au mois d'avril, seulement votre délibération ne pourra pas être matériellement examinée dès 2024. Donc, je pense que c'était le sens de l'intervention. Vous pouvez délibérer quand vous voulez, seulement pour un examen de votre délibération en 2024, il faut qu'elle soit globalement prise avant la fin de l'année. Une première chose. Pour l'absence de délibération, je vous livre exclusivement les informations que j'ai à ma disposition. Moi, dans les derniers messages que j'ai pu recevoir de mes contacts au ministère de l'Écologie, une délibération est toujours nécessaire, simplement puisque l'enregistrement d'une zone d'accélération sur la plateforme ne vaut pas avis du conseil municipal, mais uniquement de la personne qui l'a enregistré. Mais je vais également me renseigner de mon côté, et si jamais effectivement il y a une nouvelle circulaire du ministère qui va dans le sens du discours qui vous a été porté, je la communiquerai bien évidemment au générateur. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas cette information-là simplement. En fait, vos propos correspondent à peu près à ce que j'ai entendu, à savoir, il n'est plus nécessaire de délibérer pour fixer les zones d'accélération. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel Marcel, vous m'entendez? Oui. Oui, Michel Marcel, maire de la commune de Repet en Meurthe-et-Moselle, est membre de la communauté de communes de Euzous en Piémont et par ailleurs membre d'une centrale villageoise photovoltaïque. On envisage, courant 2024, de mettre des panneaux photovoltaïques sur des toitures de bâtiments communaux, donc style salle des fêtes, mairie, église, je dirais sur une quinzaine de communes au sein de la communauté de communes. Est-ce qu'il faut impérativement que ces, on va dire, quinzaine de communes qui vont être concernées par le projet inscrivent ce projet-là dans une zone communale donc d'accélération des énergies, de développement des énergies renouvelables? C'est pas une obligation, vous pouvez le faire, mais ce ne sera pas une obligation. En gros, les zones d'accélération, comme on l'a dit, ce ne sont pas forcément des zones dans lesquelles des projets vont se mettre en place. C'est juste que si des projets d'énergie renouvelable se mettent en place sur ces zones-là, donc il y aura des bonus, enfin, il y aura des avantages à ce que si ces zones-là sont considérées comme des zones d'accélération, bah, il pourrait y avoir des avantages pour les projets qui se mettent en place. Mais ça ne veut pas dire que d'autres projets d'énergie renouvelable pourront se mettre dans d'autres zones et qui ne seront pas définies comme des zones d'accélération. D'accord, ok. Je vous incite à le faire si vous avez déjà un projet sur ces zones-là, mais ce n'est pas une obligation. D'accord, ok. Merci. Il y a peut-être une autre question qui était intéressante, qui se demandait si il y avait des objectifs du SRADET qui étaient déclinés à l'échelle de chaque commune. Donc, je pense que le sens de la question, c'était de savoir si, parce que les zones d'exclusion ne peuvent être définies que si les objectifs sont respectés. Mais du coup, à quelle échelle? C'était ça le sens de la question, j'imagine. Alors, l'échelle, c'est l'échelle régionale. Donc, il faudra que que sur une filière, les objectifs soient respectés sur l'ensemble de la région. Après, donc, les objectifs sont ceux du SRADET, donc, qui sont des objectifs régionaux. Après, il peut y avoir des objectifs qui sont fixés voilà, à travers le SCOT au niveau du département ou à travers les plans climat, air et énergie, parfois sur certains EPCI. Donc, vous pouvez aussi vous inspirer de voilà, s'il y a des objectifs dans ces plans. Mais pour pouvoir définir des zones d'exclusion, il faut que les objectifs soient remplis au niveau régional.
J'espère que j'ai pu répondre à la question. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole ou est-ce qu'il reste des questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu? On a une question par rapport au zéro artificialisation nette. Donc, c'était une question si les surfaces donc, des zones sont-elles prises en compte? Euh, si vous avez une réponse. Là, j'aurais pas forcément la réponse, mais à ma connaissance, les zones, enfin les zéro artificialisation des sols, enfin les zones d'accélération sont concernées par cette non-artificialisation, à ma connaissance. Mais enfin, je suis pas 100% sûr de cette réponse-là. On peut noter la question et si on a le contact de la personne, on pourra revenir vers lui pour lui répondre de manière plus précise. D'accord. Est-ce que tu as transmis le formulaire au... Oui, j'ai transmis le Ouais. formulaire, mais par rapport aux erreurs artificielles nette, l'identification donc de ces zones d'accélération ne conclut pas directement que cette zone sera artificialisée. Donc, il y aura des projets, donc ces projets seront soumis sur les mêmes procédures administratives et donc du coup, ça va s'en suivre après, notamment pour le photovoltaïque, s'il sera implanté sur une zone. Même si c'est du photovoltaïque au sol, l'artificialisation, elle sera pas conséquente. Donc, du coup, ça va suivre les, les, les mêmes études que la procédure, en tout cas, des projets qui se déroulent actuellement. Mais on va apporter une réponse prochainement. Donc, on prend note de la question pour l'étudier en profondeur. Et s'agissant de la continuité, donc, j'avais mis un formulaire d'inscription donc pour la suite des webinaires. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire, comme ça on a vos coordonnées, donc du coup pour vous inviter aussi à la suite de ces échanges. Donc je remets encore le formulaire sur la discussion. Que du coup, la présentation, on pourra l'envoyer qu'aux personnes qui nous renverront le formulaire. Parce que je crois pas qu'il y ait eu de lien d'inscription. Donc, On pourra certainement la renvoyer à tout le monde. Je pense que même les personnes n'ayant pas assisté seront intéressées. Euh, il y avait d'autres questions? Je ne sais pas à quelle heure vous aviez prévu de finir. là, on approche de la fin, mais je pense que, à moins qu'il y ait d'autres questions, peut-être on peut en répondre peut-être à deux, trois. Ouais. Alors, il y en a une quand même intéressante, c'est sur la superficie minimale pour une ZAENR. Il n'y a pas de surface minimale ou maximale à atteindre. Ça peut être, vous pouvez mettre tous vos territoires comme zone d'accélération ou ne pas en mettre du tout. Il n'y a pas de zone, enfin, de zone minimale définie. Il faut juste que vous définissez le type enfin, pour quel type d'énergie vous voulez mettre ces zones d'accélération. Mais il n'y a pas de zone minimale, ce qui va être, par contre, quand vous allez définir votre zone d'accélération sur le portail, le portail cartographique, donc il y aura des outils qui vous permettront de déterminer la puissance en fonction de la surface que vous allez mettre. Et donc, ce qui va être regardé ensuite par le comité régional, ce sera vraiment la puissance de l'ensemble des zones sur chaque filière qui aura été remplie. Sinon, il y avait encore les dernières questions. Les projets situés dans la zone d'accélération bénéficieront-ils de tarifs de rachat majoré d'électricité? Alors, la réponse, elle a été donnée par M. Fourcade, c'est-à-dire que oui, mais on attend encore de connaître le montant, en tout cas les modalités de ce tarif majoré. C'est les décrets qui vont le définir. Alors, ouais, je ne suis pas sûr que ce soit encore défini. On sait qu'il y aura des avantages, mais qui n'ont pas encore forcément été voilà, définis dans la loi, effectivement. C'est l'un des axes sur lesquels il pourrait y avoir des aides, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, voilà, 100% euh, acté, mais c'est l'une des possibilités qui pourrait être mise en place. Mais du coup, on attend effectivement les décrets qui pourront définir les bonus ou les aides
qui pourraient être attribués donc, aux projets qui se mettraient en place sur ces zones. Donc, on peut Et peut-être enfin, voir dernière encore. question que j'ai notée, Ouais. peut-être pour finir, Mm. puisque c'est une belle ouverture. Une fois les zones d'accélération définies, comment se fera la mise en œuvre pour atteindre ces objectifs? Donc là, clairement, c'est l'idée de mettre en place des projets. Donc, voilà. Donc là, c'est l'initiative peut être portée par différents types d'acteurs, que ce soit la commune, les citoyens. Voilà. Donc ça, c'est à imaginer. Sur une fois que les zones seront faites, c'est quoi la suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment on fait pour atteindre les objectifs, en fait? C'est-à-dire, on met en place des zones d'accélération, mais maintenant, il faut mettre en place les projets. Et comment fait-on ça? C'est ça Bah, la en fait, question. après, ce sera oui, soit aux communes de mettre en place des projets sur leur territoire, ou voilà, aux porteurs de projets, au moins maintenant, ils vont- enfin, ils auront des zones sur lesquelles ils pourront se mettre en ayant une meilleure acceptabilité, des bonus aussi pour se mettre sur ces zones-là. Donc, ça va les inciter aussi voilà, à aller vers ces zones-là et en ayant des délais plus raccourcis que des projets éoliens. Après, ça met 11 ans à se monter. Les projets photovoltaïques, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Donc, c'est très long à ce que ces projets se mettent en place. Donc, grâce à ces zones-là, ça pourra permettre d'accélérer, en tout cas, c'est le souhait de l'État, d'accélérer les procédures et que des projets se montent plus rapidement. Donc, voilà, le webinaire touche à sa fin. Donc, voilà, je vous invite tous à remplir le formulaire et à nous le renvoyer. Donc, on va noter si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dedans. Comme ça, nous, on pourra axer notre prochain groupe de travail dessus. Euh, et, euh, et donc, du coup, voilà, le prochain aura lieu deuxième semaine de janvier, il me semble. Donc, voilà, on vous avertira de la tenue et du thème qui seront abordés lors de ce prochain groupe de travail. Donc, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. Ouais. Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir.